Bien, bonjour. Alors, on a les quelques minutes de retard pour le dernier matin. Et donc, j'étais allée voir si Pierre Sorlin, qui doit lire la communication de M. Nicolas Labanca, qui ne peut pas venir pour des raisons de santé, était là, mais je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il va arriver, ce qui donnera un petit peu plus de... Nous aurions les 4 communications parce que, bien évidemment, ce matin, pour aborder cette thématique, qui est une thématique, finalement, qui transcende un petit peu tout ce qui a été dit pendant le colloque, puisque c'est une thématique qui s'intitule « Histoire idéologique, point d'interrogation », qui, bien évidemment, pose des questions sur le sujet du colloque lui-même, mais bien au-delà, sur finalement notre rôle d'historien et notre posture d'historien quand nous travaillons et la mise en garde que nous pouvons avoir sur n'importe quel sujet, de faire ou d'être tenté ou de ne pas se rendre compte que l'on fait une histoire qui peut être idéologique. Alors, on va aborder cette question. Il y avait donc 4 intervenants qui étaient prévus. Guy Pervilliers de Toulouse 2 qui est là, Claude Lozu de Paris 7 qui est aussi indisponible pour des raisons de santé, qui nous a envoyé son papier dont on essaiera de donner le contenu parce que c'est intéressant, il peut y avoir débat. Nous avons aussi Yann, excusez-moi, Yann Scioldo-Surcher qui va nous parler d'un cas précis à propos de la mémoire des rapatriés, et Nicolas Labanca qui pouvait nous donner le regard et le point de vue italien, ce qui était, je pense, toujours intéressant quand on a ce point de vue comparé. Et voilà Pierre Sorlin qui arrive et que je remercie de venir remplacer donc Nicolas Labanca. Alors, sans plus attendre, je vais donc donner la parole, je crois, peut-être, on va commencer par les questions peut-être d'ordre un peu plus épistémologique, c'est-à-dire que, je ne sais pas, soit vous commencez, soit on reprend la communication de Claude Lozu, et ensuite, il me semble que ce serait bien de prendre la communication de Yann Scioldo-Surcher, et ensuite, je demanderai à Pierre Sorlin de nous dire ce qui se passe en Italie d'après Nicolas Labanca. Voilà, il me semble. Hein. Alors, je vais prendre le texte de Claude Lozu est assez long. Il nous a envoyé un résumé que je vais vous lire, peut-être en complétant par ce qu'il avait dit, puisque son résumé n'est pas tout à fait le texte qu'il avait envoyé, mais je crois qu'à travers son résumé, il pose un certain nombre de questions qui sont au cœur de ce débat épistémologique de l'histoire idéologique. Alors, je lis. Enjeu actuel du passé colonial entre mémoire et histoire. Chaque fois que nos tristes sociétés, en perpétuelle crise de croissance, se prennent à douter d'elles-mêmes, on les voit se demander si elles ont eu raison d'interroger leur passé ou si elles l'ont bien interrogé. Cette réflexion de Marc Bloch éclaire bien la crise historique, entre guillemets, actuelle. Car s'il s'agit d'une crise et non de péripéties ou épisodes conjoncturels, car il s'agit bien d'une crise et non de péripéties ou épisodes conjoncturels. Bien évidemment, les mouvements des banlieues ne sont ni le fruit d'une fracture, entre guillemets, coloniale, ni le fait d'indigènes de la République, pas plus que la guerre de mémoire livrée par un lobby nostalgique de l'Algérie française n'est la guerre d'Algérie. Cela n'empêche pas, tout au contraire, de prendre les rapports entre histoire et mémoire au sérieux. Pourquoi ce retour au passé colonial alors que les enjeux politiques directs des crises des années 50-60 s'éloignent? C'est sa première question. Ce qui est mis en avant dans le rappel de ce passé, c'est une instrumentalisation du statut de victime. Génocide, physique ou culturel, selon le discours officiel algérien, comme selon le lobby ultra.
L'exploitation du modèle de la dénonciation de la Shoah est la logique commune jusqu'à la caricature indécente. Mais il faut voir là une réaction au silence officiel, au mépris des souffrances par la raison d'État. La loi Taubira trouve une de ses explications dans l'occultation de l'esclavage. Quant aux pieds noirs, le rôle de bouc émissaire qu'on leur a imposé est un facteur de cette agressivité. Pourquoi les accords de Nouméa, dont le souci d'équilibre est un exemple de contrôle des démons que porte tout conflit communautaire, n'ont-ils pas fait école? Pourquoi l'amnésie, qui, selon Renan, dans sa définition de la nation, est un facteur de paix civile, ne joue-t-elle pas dans les cas étudiés ici? Deuxième point qu'il voulait aborder, c'est la question des entreprises de mémoire. Le terme de mémoire collective est une métaphore qui risque d'induire en erreur. Les mémoires sont construites à partir du présent par des groupes qu'on peut appeler des entrepreneurs de mémoire. Pour l'Algérie, les premières entreprises ont été le fait des associations de rapatriés et du contingent, suivies dans les années 1980 par les enfants d'immigrés puis de harkis. On considère que la manifestation de 1998, 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, a été dans la diaspora noire en métropole le déclencheur du mouvement pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ces entreprises s'appuient sur des courants idéologiques et des forces politiques. Pour les commémorations des martyrs de l'Algérie française, entre guillemets, une France sudiste avec un poids électoral important se manifeste de Nice à Perpignan et même les survivants de jeunes nations sont présents. Troisième point qu'il voulait aussi mettre en évidence, c'est ce qu'il appelle les apories de l'histoire victimisante. C'est dans la sensibilité antiraciste que la mémoire anticolonialiste trouve appui. Mais cette sensibilité est aujourd'hui partagée entre deux références. La référence universaliste à 1789, Pierre Vidal-Naquet définit une des oppositions à la guerre d'Algérie comme dreyfusarde, et une référence au multiculturalisme qui va jusqu'à la contestation postmoderne américaine de l'universalisme, voire aux exclusives communautaristes. On peut ainsi être un responsable d'une association antiraciste et signer le texte « Nous sommes des indigènes de la République », associant gauchistes et Ouma.com. On peut aussi se réclamer des droits de l'homme et approuver l'intervention américaine en Irak. Ces flous se manifestent dans le procès de la République coloniale qui est devenue une vulgate. Est-ce le colonialisme ou la République que l'on vise? La logique de l'histoire spectacle, de la médiatisation, pousse à une production jouant du registre de l'émotion, de la dénonciation. On est, dans tous les cas, dans la logique du procès, de la recherche de responsables et de coupables. On le comprend de la part des descendants de victimes ou de militants, mais non d'historiens. La limite entre ce qui est histoire et ce qui est judiciaire est franchie de plus en plus souvent, comme le montre la plainte contre Olivier Pétré-Grenouillot. On est même aux antipodes de l'histoire quand il n'y a plus de distance entre passé et présent. Dernier point de son résumé, l'idée du grave décalage de plus en plus fort qui existe entre histoire et société. Aussi, une majorité de la profession se réfugie-t-elle dans une définition de la discipline au-dessus de la mêlée. C'est oublier que l'histoire, parce que science sociale, n'existe que si elle se nourrit des questions qui proviennent de la société. C'est cette relation qui explique l'élargissement dans le dernier demi-siècle de son domaine vers le mouvement social, puis les migrations et le genre.
C'est la fonction sociale dévolue à l'histoire sous la Troisième République, intégrer les enfants de bretons, de communards, etc., qui explique son importance dans l'enseignement. Or, l'histoire ne joue plus ce rôle qui a été le sien. Depuis un demi-siècle, l'enseignement ne parvient pas à intégrer le passé colonial, ni l'émigration, ni la connaissance des civilisations, ni la mondialisation des sociétés. Il faut chercher la logique de ces blocages. Réduire la colonisation à un crime, en négligeant le fait qu'elle a été la condition de la rencontre entre sociétés, rencontre imposée par le plus fort, rencontre inégale, mais qui croit que l'histoire avance par ses bons côtés, ou au contraire l'occulter, ont un même résultat, le déni d'histoire. Le résultat est là, des millions de sangs passés, comme on dit sans papier, alors que la capacité du roman, entre guillemets, national, à faire des Français a atteint ses limites. Ce sont ces constatations partagées par une partie de ceux qui ont participé au mouvement contre la loi du 23 février 2005 qui expliquent la volonté de prolonger l'action. Ce colloque en est un exemple. Nous préparons sur le site de la SFHOM, Société française d'histoire d'outre-mer, une tribune concernant les enjeux actuels du passé colonial. Et si nous en avons les moyens, un forum au printemps prochain. L'esprit de ces projets peut se résumer ainsi. Contre la tyrannie des entreprises de mémoire et d'oubli, il faut promouvoir le devoir d'histoire. La critique historique des temps coloniaux doit occuper toute sa place dans l'enseignement et dans la recherche. Il faut refondre les programmes dans le sens d'une histoire mondiale rigoureuse de toutes les civilisations, des nations, des sans-patries, dans le sens de l'entrée dans la conscience sociale du passé, des immigrations et des migrants. Voilà, donc un texte qui, à mon avis, pose des questions fortes, sans doute amène à des réactions. Je suis mal placée, sans doute, pour répondre à la place de Claude Liauzu, mais je pense que, de toute façon, dans les questions qu'il pose, sont véritablement posées toutes ces questions idéologiques. Et peut-être sans tarder, je vais donner la parole à Guy Pervilliers, puisque lui aussi s'est appliqué à réfléchir sur ces questions, et notamment autour de la question des lois et de cette fameuse loi de février 2005 qu'il remet en perspective, et je crois que c'est très important.